Bonjour à tous, bonjour les achats. J'espère que tout le monde va bien ce soir parce que on pensait démarrer à 18h15, mais on va démarrer un peu plus tard. Donc bonsoir les achats. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir. On va parler d'un sujet qui est un peu l'aboutissement de toute la base parce qu'on a fait sur le live, on a fait un peu le chemin de l'acheteur qui rentre en entreprise. Donc il arrive sur son poste. Donc, il va commencer à faire un tableau de bord avec les moyens du bord. Il va faire un premier diagnostic pour rentrer rapidement dans l'action. Puis, il va définir sa stratégie. Et enfin, dans sa stratégie, il va définir ce qu'on appelle les actions de projet, les priorités d'action PES, qui sont des projets qu'on va mener sur des catégories d'achat ou des articles achats, jamais sur des fournisseurs. On ne fait pas des projets sur des fournisseurs, on fait des projets sur des catégories d'achat. Donc, on va parler de ça aujourd'hui parce que c'est ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, à l'issue de ce processus, on va enfin générer des résultats réels, c'est-à-dire une baisse, une baisse du chiffre d'affaires achat, donc une baisse du prix. On va avoir une baisse de l'impact environnemental et, dans certains cas, une baisse de l'impact social. Il faut savoir qu'en fait, en fonction des catégories d'achat et des leviers qu'on va pouvoir activer, on va en parler, on va avoir soit de l'impact économique et environnemental, soit que du social avec un prix équivalent, etc., etc. Chaque projet est différent. C'est la méthode qui reste la même et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Et on va finir sur des exemples précis que certains d'entre vous connaissent bien. On va commencer déjà, comme toujours, on va attendre là 19h15 parce qu'on a démarré un petit peu en avance. Vous êtes situé où en ce moment? J'adore ce moment-là parce que on voit un peu, voilà, en général, il y a du personne. Ouais, merci Mode pour le vélo. On a du monde d'un peu partout. Je sais qu'il y a un petit décalage. Alors, ouais, dites-moi d'où vous venez. Vous le connaissez ce vélo, non? Béatrice, je crois que tu l'as vu quelques heures, non? Patrick aussi. Là, c'est en live. C'est le vrai vélo, non maquillé, rien du tout, comme moi d'ailleurs. Menu court. Alors, Patrick, la maison, elle est où ta maison? Montréal. Ah, Emmanuel, Montréal, ça c'est cool. Asnières-sur-Seine. Amsterdam, Beauvais. Et oui, tu as déménagé récemment, Patrick. Région parisienne. Vincennes. Lille. On a intégré Pierre-Antoine là, il y a 1 mois et demi, 2 mois, et il est de Lille. Comme quoi, on accepte tout le monde chez SWAT. En bon toulousain. Chocolatine in the place. Yeah, mode. Toulouse. 2 mots. Casablanca, très cool. Ça y est, on commence à rabattre. Ça y est, on commence à partir à l'international. J'ai toujours trouvé ça génial. Vous imaginez qu'il y a quelques années, ce n'était pas possible, ça, de parler avec des gens du monde entier comme ça. Casa, très cool. C'est vrai qu'on a une belle communauté au Maroc. Pareil en Afrique, on avait fait des lives en Afrique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Maroc, Lyon. Très, très belle ville, Lyon. Sisteron. Bonsoir, Christophe de Sisteron. J'ose pas demander où c'est. Je pense que c'est en Bretagne, mais je vais peut-être dire une bêtise. Reims. Top, Reims. C'est magnifique, Reims. Algérie. Salut, Mohamed. Alors, on est combien? Voyons voir ça. On démarra à 15 piles. On n'est pas beaucoup, là. C'est normal en même temps, quand on décale au dernier moment. Rennes. De toute façon, c'est visible en replay. Montréal. Et puis, c'est pas plus mal d'être en petit comité pour une fois. Nantes. Très bien, très bien. Allez, les 14. Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous qui utilisent une méthodologie à chaque fois bien précise quand ils lancent des projets aux achats? Ou est-ce qu'à chaque fois, on se dit on va faire un appel d'offres et puis voilà. Montréal, 18. Hongrie. Ah, Maximilien, la Hongrie. Le Mans, très cool. Région toulousaine. Sisteron, arrière-pays de Marseille. Ah ouais, je me suis bien planté là quand même. Désolé. Ah ouais, je pense qu'il n'y a rien de pire à dire qu'à un Marseillais qu'il est breton. Mais bon. 18 pour l'instant. Ouais, on n'est pas beaucoup. Mais c'est pas grave. De toute façon. Après, j'ai envie de dire, ça fait 2 fois qu'ils nous plantent LinkedIn là, sur leur technique. J'espère que ça a bien fonctionné. Ce coup-là, je pense qu'ils se sont plantés sur les tranches horaires. Mais bon, on va s'en sortir.
Allez, super, on va démarrer. Il est 15, c'est parti. Alors, aujourd'hui, on va parler d'achat. On va essayer de tenir dans le timing. Donc, j'ai volontairement, je vais volontairement beaucoup synthétiser pour qu'on aille à l'essentiel. N'hésitez pas, je vous poserai pas mal de questions à répondre, à partager, etc. Puis, de toute façon, ce live, il sera disponible en rediffusion pendant très longtemps. Alors, je vais sur la presse. Donc, en gros, la méthodologie de gestion de projet, elle fait 5 étapes et elle sert à gérer tous les projets achats. C'est-à-dire que vous achetiez, je sais pas, des emballages, du transport, de la prestation intellectuelle, c'est toujours la même chose. C'est un phénomène universel. Ce qui va changer, c'est les marchés sur lesquels vous êtes, bien sûr, les fournisseurs, etc. Mais ce qui va être très important, c'est quel levier vous allez identifier pour finalement faire évoluer votre besoin et aller générer des résultats. Donc, c'est une méthodologie qui est simple. On va intégrer des leviers techniques TCO, RSE à chaque projet. On va avoir une optimisation durable de chaque catégorie d'achat. Je vais d'ailleurs vous poser la question, vous allez me dire, mais à votre avis, pourquoi il est très important d'identifier ces leviers en amont d'un projet et de prendre le temps avant de se lancer tout de suite dans un appel d'offres? Quelles vont être les conséquences si on oublie ça? Et c'est extrêmement important parce que c'est finalement une erreur qu'on voit de manière hyper généralisée sur le terrain. Et c'est dramatique parce qu'en fait, on se retrouve à retravailler des catégories d'achat. Je vais vous donner la réponse. Je ne peux pas trop, je peux pas trop en dire. Bref, j'attends un peu vos réponses là en commentaire. Donc, une optimisation durable de chaque catégorie d'achat, c'est-à-dire qu'on va l'optimiser à fond d'un point de vue économique, social et environnemental. Environnemental et social quand c'est possible, hein. L'enjeu économique est toujours préservé et on voit souvent que les aspects environnementaux sont aussi les meilleurs leviers pour générer de la performance économique. Donc, on va avoir vraiment une vraie performance qui va durer longtemps. On ne va pas retravailler les catégories à chaque fois. On a plein d'outils aujourd'hui qui permettent de ne pas retravailler une catégorie tous les ans ou tous les 2 ans. Voilà, sauf rupture, bien sûr, technologique. Une optimisation de votre temps de travail, bah forcément, si vous ne refaites pas à chaque fois les mêmes choses parce que vous n'avez pas totalement optimisé, bah vous allez gagner du temps parce que vous allez faire une action parfaitement et vous y reviendrez au bout de 3 ans. En général, c'est 3 ans, parfois 5 ans, si vraiment ça se passe bien et que ce n'est pas une priorité. On va bien sûr avoir un impact positif. Les bénéfices pour l'entreprise, bien, c'est une optimisation complète et durable des catégories d'achat. Des résultats qui sont orientés sur les attentes des clients, des utilisateurs, des consommateurs vers un maximum de valeur ajoutée. Hein, générer de la performance aux achats, c'est baisser les coûts, je le dis souvent, c'est baisser les coûts, bien sûr, c'est à ça qu'on résume souvent la fonction achat, mais c'est aussi développer les marges en augmentant la valeur ajoutée. Un produit qu'on va acheter peut-être le même prix ou un peu moins cher ou à peine un peu plus cher, mais qu'on va pouvoir vendre beaucoup plus cher parce qu'il répond mieux aux attentes, il est plus qualitatif, c'est quelque chose de très important, d'où la transversalité, hein, des projets. Et on va pouvoir vendre plus parce que si on est plus en phase avec les attentes des clients, des utilisateurs, des consommateurs, eh bien, ils vont plus aller vers notre produit. C'est extrêmement important. Et les achats, c'est ça aujourd'hui. C'est une vraie transversalité avec les différents services pour vraiment s'orienter sur une réponse aux attentes des clients, utilisateurs, consommateurs. Bien sûr, un impact économique, mais aussi social et environnemental qui sera mesurable à chaque projet. C'est extrêmement important de mesurer. Une harmonisation des pratiques. Ça va créer des synergies interservices, c'est extrêmement intéressant ça. Si demain, vous avez un acheteur qui part en plein milieu d'un projet, eh bien, il va rejoindre votre équipe en maîtrisant cette méthode, il va la reprendre où elle était, il va exactement savoir où en était l'acheteur d'avant, la passation de projet va se faire très facilement. Un levier immédiat pour participer à l'amélioration du management de la performance RSE. Quand à chaque projet, vous cherchez à générer de l'impact RSE, eh bien, ça va venir alimenter, d'accord, le management global de la RSE avec des résultats concrets. On est à l'inverse du greenwashing. On est vraiment dans de la génération de résultats. Et bien sûr, une optimisation des ressources humaines, puisque des acheteurs qui ne perdent plus leur temps à travailler un peu, je dirais, à guidonner en travaillant plusieurs fois sur un même sujet, en activant à chaque fois un levier, etc., eh bien, eh bien, c'est une vraie optimisation des ressources et c'est une belle amélioration de la performance humaine. Alors, voyons voir. Combien on est là maintenant? On est 17. Ça va être petit comité ce soir. Bon, c'est cool aussi. Alors, tac. Plus en live? Ah! Et ouais, ouais. Et ouais, en fait, savoir d'où on part afin d'orienter au mieux son appel d'offres. Ben oui, carrément. Carrément, carrément. Ouais, revenez en avant, en fait, ceux qui viennent d'arriver. Conférencier Frédéric.
Petite pub pour Frédéric. Je relaye la pub, Frédéric, pas de problème. Sortie de route. Perte de temps, ouais. J'ai cru que tu parlais de moi, LinkedIn User. J'ai cru que tu disais que je faisais une sortie de route, mais non, non, ça va. Effectivement, si on ne prend pas le temps, on fait une sortie de route, on perd du temps. Et finalement, on n'est pas un bon professionnel. Et on parle vraiment là, ici, d'être un bon professionnel. Je ne sais pas, un cordonnier qui refait des chaussures, il sait comment retravailler une paire de chaussures pour la remettre en bon état. Eh ben, un acheteur, il maîtrise des méthodes aussi pour optimiser ses catégories d'achat. Et c'est tout le sujet du jour. Avec plaisir, Frédéric. Ah, on est 73. Ah merde. Oh, bah, ça va alors. Ok, bon, je comprends rien. C'est le nouveau système LinkedIn, on laisse tomber. J'espère qu'il y en a qui n'ont pas entendu le chat. Alors, on y va. C'est parti. On y va. Donc, les 5 étapes. Ici, vous avez identifié une priorité, c'est une catégorie d'achat. Ça peut être une bouteille, ça peut être du transport, ça peut être énormément de choses. Vous allez identifier vos priorités d'action. Et sur chaque priorité d'action, je répète, on ne travaille jamais sur des fournisseurs, hein. On travaille sur, ça peut être une prestation, un emballage, etc., etc. Jamais sur les fournisseurs. Et donc, on va commencer par faire une analyse interne, une analyse externe qui va nous permettre de faire un état des lieux. Cet état des lieux, c'est de là d'ailleurs d'où vient le nom de SWOT, hein, va nous permettre de faire une analyse stratégique, hein, in-out, force-faiblesse, in, force-faiblesse, out, opportunité, menace. Et on va faire donc une analyse SWOT, force, faiblesse, opportunité, menace, qui va être complétée par différents outils qu'on va rapidement passer en revue lors de la présentation pour faire un état des lieux, mais surtout pour identifier les leviers qu'on va pouvoir activer qui vont nous permettre de redéfinir notre besoin, d'accord, ici. Donc là, on passe en mode projet, on les valide avec l'équipe projet et toutes les parties prenantes. On construit l'appel d'offres, d'accord? On lance l'appel d'offres, il y a les phases de négociation, on définit les scénarios en tenant compte du risque et des économies induites. Et ensuite, on va partir sur la décision, sélection finale, les éventuelles transitions et essais, facturation, contrat. Et l'idée, à chaque projet, c'est d'aller générer un maximum de performance économique, sociale et environnementale pour être au plus près d'une réponse aux attentes des utilisateurs du produit, des consommateurs finaux, etc. Est-ce que c'est clair pour tout le monde là? Comment s'inscrire pour y accéder plus tard? Samantha, ne t'inquiète pas, il y a un live en rediffusion, tu pourras y accéder aussi longtemps que tu le souhaites. Comment prendre le temps de faire un état des lieux approfondi avant de lancer? Ben voilà, ben on y vient, on y vient. Qui c'est qui a posé la question? Ouais, c'est moi en fait. Ok. Patrick, Samantha, Tiso, tu l'as fait en t'inscrivant au live, tout à fait. Comme en vélo, si on ne vérifie pas tout, on risque de ne pas aller très loin. Ouais, je suis bien d'accord. Allez, on continue, c'est parti. Je ne sais pas du tout combien on est, je ne comprends rien au nouveau système LinkedIn, mais apparemment, vous êtes là. C'est cool et je vous en remercie. Allez, c'est parti, on y va. Je rappelle un peu les fondamentaux. Donc, les projets, c'est ça là. Vous voyez le petit entonnoir ici? Et en fait, quand on finit sa stratégie, on définit les priorités d'action PES. Ça, c'est pour vraiment optimiser la performance économique, sociale, environnementale. Mais de l'autre côté, on va avoir des priorités organisationnelles. Ce n'est pas le sujet du jour. Où là, on va par exemple mettre en place des processus, recruter, former ses équipes, mettre en place des tableaux de bord, etc. Chercher un label RSE, enfin définir son management RSE avec l'équipe RSE en charge, etc. Là, on est vraiment dans la gestion de projet. Et donc, vous définissez vos projets, vous ne lancez pas tous vos projets en même temps. Et donc, par catégorie d'achat, vous allez lancer un projet et définir un référent projet qui va le mener de bout en bout. Et chaque projet va générer du résultat économique, social, environnemental, parfois que de l'économique, parfois que du social, parfois de l'environnemental et de l'économique. Et ça va se cumuler vague après vague et projet après projet. Vous allez tout simplement cumuler de la performance économique, sociale, environnementale, générer des résultats concrets, économiques bien sûr, mais aussi sociaux et environnementaux. Et c'est là où on revient aux fondamentaux du développement durable. C'est ça le développement durable en entreprise. C'est ça la RSE. C'est pas forcément essayer de rentrer dans le cadre d'un label ou d'une solution X ou Y qui nous dit il faut répondre à ce cahier des charges. De base, il faut qu'on génère du résultat et ensuite on se pose la question d'aller chercher des médailles ou d'avoir un système qui nous permet de synthétiser ou de répondre à des référentiels, etc. C'est très important. Allez, on rentre dans le vif. Alors, une analyse interne, il y a 9 étapes principales. On va analyser la composition du segment avec donc notamment le tableau de bord. Donc, pour ceux qui connaissent le tableau de bord et ceux qui ont fait la formation, il y en a plein. En gros, on clique, vous pouvez voir les lives d'avant où il y a des lives complets sur les tableaux de bord. On clique sur le tableau de bord, on clique sur la catégorie qu'on a définie. Par exemple, on a dit on va travailler sur des bouteilles.
On clique sur la catégorie bouteille et là, on va voir exactement de quoi est composé le segment. On va voir combien il pèse financièrement. On va voir que, par exemple, il y a 10 références. On va voir le Pareto des références. On va voir quelles références sont les plus importantes, les moins importantes. On va pouvoir également, donc là, on est dans le poids financier. On va pouvoir regarder également le risque. On va pouvoir regarder s'il y a des fournisseurs qui sont en monopole sur certains articles ou sur toute la catégorie. Ensuite, on va analyser l'impact RSE et la gouvernance. On va regarder dans, par exemple, la matrice de matérialité. On va essayer de regarder où se place cette catégorie dans sa matrice. Est-ce qu'on est vraiment sur un enjeu ultra stratégique? Logiquement, quand on démarre une dynamique achat RSE, eh bien, comme dans la stratégie, on intègre cette dimension, les premiers projets vont avoir un impact RSE et gouvernance très important. Ensuite, on va regarder l'impact TCO en interne. On va regarder, je donne souvent cet exemple qui m'a beaucoup marqué, c'est sur les cartons, c'est quelque chose qui se retrouve plein de fois. Une fois, chez un client, on m'avait demandé de baisser le budget carton, absolument. Moi, j'arrive dans une entreprise qui n'était pas en très bonne santé financière et qui avait déjà négocié le prix des cartons à fond. Le cartonnier, tellement on avait baissé le prix un peu sous la menace, hein, on était dans une situation pas très partenariale. Et ben, le fournisseur avait réduit la qualité des cartons pour garder un peu de marge. Et ce qui était intéressant, c'est que les cartons s'effondraient à cause de l'humidité. Ils n'étaient pas assez solides. C'était des cartons porteurs, pour ceux qui connaissent. Et on était dans les capsules de vin, pour information. Et chez les vignerons, les cartons qui étaient stockés un peu trop longtemps, eh bien, ils s'effondraient en fait sous le poids du carton du dessus, etc. Donc, il y avait une vraie insatisfaction, etc. Eh bien, l'analyse TCO en interne, elle va permettre tout simplement d'identifier qu'au lieu de travailler, par exemple, là, j'avais regardé, au lieu de travailler sur baisser le prix du carton, eh bien, on va pouvoir potentiellement largement améliorer la productivité. On s'est rendu compte qu'en fait, les cartons, ils étaient hyper basiques et que c'était un goulet d'étranglement de la ligne qui obligeait en fait à recruter plus de gens pour pouvoir faire les cartons. Alors que si on augmentait la productivité en bout de ligne, on pourrait largement améliorer la productivité, réduire la masse salariale, etc. Donc, il y avait plein d'impacts comme ça extrêmement intéressants qu'on identifie en interne. J'ai des centaines d'exemples à vous donner sur ce sujet et je vous en ai déjà donné plein. Pardon. Alors, on va identifier ensuite les parties prenantes. Donc là, on commence à avoir une vision, notamment le TCO en interne, on sait qui est concerné. Hein. Si on achète des cartons, on va avoir typiquement la production, le magasin, on va avoir, si c'est un carton qui peut être un peu travaillé au niveau marketing, on va avoir le marketing, la communication, etc. Au niveau des impacts, des attentes utilisateurs, eh bien, on va essayer d'étudier quelles sont les attentes de nos utilisateurs concernant cette catégorie de produits. Moi, ce que je fais souvent, c'est tout simplement des questionnaires auprès des utilisateurs. On fait un petit questionnaire, on leur demande comment on peut améliorer le carton, comment on peut améliorer notre produit. Mais ça c'est une mine d'or. C'est une mine d'or. Et quand vous êtes une entreprise qui a créé une communauté de clients, d'accord, direct, eh bien, vous pouvez leur poser ces questions. Et même si vous avez peu de réponses par rapport aux milliers de personnes que vous pourriez contacter, les quelques dizaines de réponses, c'est souvent des passionnés et c'est des gens qui vont vraiment rentrer dans le détail de votre produit et vous donner des pépites, quoi. C'est vraiment génial. Et puis après, évidemment, vous pouvez être vous-même utilisateur du produit qui résulte de ce que vous achetez. Et là, c'est super intéressant. Ensuite, on regarde les perspectives vente N+3, N-3, tout simplement parce que ça va permettre, dans l'appel d'offres, au lieu de vendre les volumes sur un an, eh ben, on va vendre les volumes sur 3 ans. Et ça, c'est typiquement un levier. Hein, vendez à un fournisseur un appel d'offres ou même pas d'appel d'offres, mais un engagement sur un an pour 500 000 pièces, ça va être beaucoup moins efficace que de lui vendre un partenariat sur 3 ans pour 1 500 000 pièces, voire même une croissance. Donc 500 000, on peut passer facilement à 2 millions, 2,5 millions selon la croissance. Et bien sûr, les leviers activés historiques. Est-ce qu'il y a déjà eu un appel d'offres sur cette catégorie d'achat? Est-ce qu'on a mis en place des contrats? Est-ce qu'ils sont pluriannuels? Est-ce qu'on a mis en place des formules de révision de prix? Est-ce qu'on a peut-être 5 ou 6 usines dans le groupe qui achètent du carton, si on reste sur les cartons? Est-ce qu'on a rassemblé tous les volumes au sein d'un seul appel d'offres? Vous vous rappelez, je parlais d'optimiser les ressources internes de l'entreprise. Si tout le monde fait un appel d'offres carton de manière séparée, on va être beaucoup moins efficace, on va perdre beaucoup de temps et puis on va passer aussi un peu pour des neuneux auprès des fournisseurs parce que les fournisseurs, ils se connaissent et il est fort probable que sur les 5 sites, on ait un fournisseur identique sur 3 sites. C'est un grand classique. Voilà. J'ai choisi qu'on s'intéresse à l'impact RSE aujourd'hui. On a vu tous les autres et puis il y a plein de vidéos, de supports sur Internet si vous voulez regarder un peu de toutes les autres parties. Mais là, aujourd'hui, comme on a un temps un peu court, on va s'intéresser à l'impact RSE. C'est souvent là qu'il y a le plus de questions. Comment je mesure mon impact CO2, comment je fais, etc. Donc, j'ai pris un exemple qui est assez sympa, qui est vrai. Hein. C'est toujours des vrais exemples chez nous sur les bouteilles en verre. En fait, quand vous attaquez à une catégorie d'achat,
vous vous posez la question au moment de regarder l'impact RSE, vous vous posez la question, c'est quoi les référentiels dans ce domaine-là? Vous travaillez par exemple dans le transport, vous allez optimiser votre flotte de véhicules, de camions. Il y a une charte qui s'appelle la charte objectif CO2, dans laquelle vous savez que 1 litre de carburant, c'est tant d'impact CO2, que telle option pour baisser la consommation, ça a tel impact sur la consommation et tel impact CO2. Et donc, c'est une mine d'or en fait pour vous en tant qu'acheteur, par exemple, de véhicules. Vous faites la même chose dans toutes les catégories d'achat. Aujourd'hui, il y a un grand rêve commun sur. J'étais à une réunion de directeurs achats il y a encore quelques semaines, et il y avait des solutions. Voilà, je ne vais pas les nommer, qui sont super, hein, et qui essayent de faire un peu le modèle universel pour mesurer l'impact CO2. C'est un peu comme le bilan carbone, finalement. C'est super, c'est une très bonne trame de démarrage. Mais quand on rentre dans le vif du sujet, eh bien, on va aller vraiment dans les outils spécifiques à la catégorie d'achat concernée. En l'occurrence, là, les bouteilles, ça va être Citeo, qui fait un outil que je trouve absolument fantastique, qui s'appelle le BE Éco-emballage. Et en fait, ce BE Éco-emballage, vous créez un compte et vous allez tout simplement mesurer, là j'étais dans le monde de l'huile, vous allez mesurer l'impact CO2, par exemple, d'une bouteille en verre avant optimisation, avant, par exemple, éco-conception, si vous décidez d'activer le levier éco-conception, on va y revenir, donc de l'alléger. Et donc, vous avez un état très précis de son impact CO2 avant, et tout simplement, vous allez derrière le refaire avec la même bouteille, mais allégée. Voilà, on va revenir à la fin de ce live sur l'impact que ça donne. Et en fait, vous vous basez sur le référentiel de référence de la catégorie d'achat, vous prenez la note avant, la mesure avant, la mesure après, et la différence des deux vous donne tout simplement ici l'impact CO2 global et l'impact CO2 économisé. Et ça, vous les remontez projet après projet. Si vous vous rappelez le schéma que je vous ai montré au début, vous remontez ces données derrière dans vos fiches articles, dans votre ERP, et progressivement, les données qui vont redescendre de votre ERP vont intégrer une dimension CO2 et voire même une dimension sociale, puisqu'on peut aussi définir des systèmes de notation des fournisseurs d'un point de vue social sur des critères qu'on estime pertinents par rapport à notre secteur d'activité ou sur la base de solutions qui existent dans ce domaine-là. Et ça permet de mesurer l'impact économique, bien sûr. Le prix de la bouteille évolue, par exemple. L'impact environnemental, l'impact CO2 de la bouteille évolue. Et l'impact social, avec, par exemple, on travaille avec des fournisseurs avec telle note sociale, on a mis en place un plan de progrès sur des choses qui étaient un peu limites. Ça nous permet d'améliorer ces 3 plans. Alors, voyons voir ça. Intéressé par ces réunions de directeur achat. Ouais, écoute, déjà, je suis très heureux, Frédéric, d'être invité. Bon, ça vous intéresse? Alors, bonjour Aurélie. Référentiel existant sur les adhésifs. Oui, tu as le BE Éco-emballage du coup. Je pense que tu peux l'utiliser. Alors, Frédéric, très intéressant de pouvoir évaluer l'impact CO2. Et oui, bien sûr. Et je vous dis, il n'y a pas de recette miracle, hein. Il faut sortir la pelle, aller creuser et se donner durement pendant quelques années. Ça va vous progressivement, ça va devenir un automatisme. Et en fait, c'est ça que je trouve intéressant dans les. Quelle heure il est? 33, ça va. C'est ça que je trouve intéressant dans ce que je peux constater sur le terrain, c'est que en fait, il y a beaucoup d'entreprises, ils subissent un peu la RSE aux achats et ils subissent la RSE aux achats et en fait, ils veulent tout de suite des résultats, hein. On veut être rattaché à telle solution, je sais pas, je pense EcoVadis par exemple ou plein d'autres solutions. Il faut qu'on y soit dans 18 mois parce que on nous l'a imposé, nos clients nous l'ont imposé, etc. Ça, je peux tout à fait le comprendre. À un moment, le client est roi et voilà. Mais il y a un vrai problème de fond par rapport à ça, c'est-à-dire qu'en fait, on essaie en claquant des doigts, alors 18 mois, ça va encore, parfois c'est beaucoup plus court, on essaie en claquant des doigts d'avoir des résultats, d'avoir une belle image. En fait, il y a une différence entre avoir une démarche profonde, d'aller vraiment générer un impact positif, social, environnemental et économique. Attention, hein, tout ça n'a aucune incidence négative sur l'aspect économique de la chose. Donc, vraiment chercher à générer du vrai résultat et donc une démarche vraiment durable et concrète et sérieuse qui, derrière, de toute façon, triomphera, je pense, hein, vraiment. Il existe des simulateurs Citeo. Oui, tout à fait, ouais. Oui, il y a plein d'indicateurs que l'impact CO2, il y en a plein, Mathieu. Mais en fait, tu vas les définir toi-même dans le Citeo dont j'ai parlé tout à l'heure. Eh bien, en fait, j'avais le nombre de machines à laver économisées, les litres d'eau. Voilà, l'impact CO2, c'est un peu sur ça, ils ont réussi à se mettre d'accord. Sur le fond, moi, je trouve que c'est un peu
comment dire, un peu limité. Voilà, mais bon, c'est l'impact CO2, on le mesure comme ça, et puis voilà. Mais produits chimiques, utilisation de produits chimiques, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. L'idée, c'est d'avoir une notion simple. Et comme tout le monde parle objectif CO2, bilan carbone, etc., eh bien, l'idée, c'est de se rentrer dans le moule. Mais ce que j'avais mis sur un projet que j'ai mis à la fin dans la présentation interne, je m'étais amusé à mettre, ça équivaut à tant d'aller-retour Paris-New York, ça équivaut à tant de litres d'eau économisés par an, etc., etc. Tant de tonnes de gasoil aussi. Voilà. Alors, j'ai une petite question à vous poser. Qui définit ces leviers achats avant de démarrer un appel d'offres? Vous répondez, je vais re-aller sur la presse. Hop, j'irai voir un peu vos réponses après. Alors, on va passer maintenant à l'analyse externe. Pareil, je vais faire une vision globale des étapes et ensuite je prendrai quelques exemples précis parce qu'on ne peut pas tout voir. Il faut savoir que quand on fait par exemple une formation gestion de projet achat, la formation projet, elle dure 2 à 3 jours, hein, souvent, plus les cas pratiques, donc c'est plus long. Par contre, là, l'idée, c'est d'avoir un concentré et que ça soit efficace et que vous ayez surtout compris le système des leviers. Si vous pouvez retenir une chose de ce live, c'est comprendre pourquoi il faut faire un état des lieux, pourquoi il faut bien lister ses leviers et pourquoi ça va vous permettre derrière de réellement optimiser les choses, de générer de l'impact économique, social, environnemental pour longtemps. Ça, c'est extrêmement important. Donc, je reviens. On est à l'analyse externe. Donc là, on va étudier bien sûr les utilisateurs, consommateurs finaux, les éventuels circuits de distribution. On va faire une analyse TCO par le cycle de vie. Donc là, on avait fait une analyse TCO interne. On va l'élargir à ce qui se passe avant l'entreprise et ce qui se passe après. Il faut savoir qu'il peut générer des impacts TCO énormes chez les fournisseurs, mais également chez le client, etc. Je vais vous donner un petit exemple. Si je reste sur ce fameux fabricant de capsules dans le vin, on avait réussi à améliorer de 40% le nombre de capsules qu'ils mettaient dans les cartons. On avait donc renforcé le carton à l'issue du projet. Et en fait, de mettre 40% de capsules en plus par carton, c'était juste un problème de réglage sur ligne. Il y en avait pour 20 000 euros d'investissement et à la clé, il y avait de tête dans les 250 000 euros d'économie rien que sur ce levier-là. Donc, c'était énorme. Sans parler que, par exemple, les cartons, quand vous mettez 40% de capsules en plus dans les cartons, vous aurez compris que vous en achetez 40% de moins. Donc, vous comprenez le côté limite, finalement, d'essayer de réduire le prix, etc. Enfin, c'est complètement contre-productif et affecte gravement la performance. Donc, voilà un exemple. Voilà. Et donc, chez les clients, eh ben, ils avaient 40% de capsules en plus dans leur carton. Donc, leur stock était moins... il y avait moins de stock. Quand ils produisaient, ils avaient moins à renouveler les cartons. Et en fait, il y avait un impact positif partout. Donc, c'est important de le cibler parce que derrière ça, quand on va faire ça, et bien derrière, on va pouvoir communiquer auprès des clients en valorisant ça, tout simplement. On va bien sûr analyser les concurrents. Hein. C'est quand même une super source d'inspiration. Il ne faut pas singer la concurrence, mais il faut la connaître sur le bout des doigts parce que votre ennemi, ce n'est pas le fournisseur. Votre ennemi, s'il y en avait un, et encore une fois, on n'a pas des ennemis, hein, surtout pas chez SWOT, ce n'est pas trop la mentalité. Mais s'il devait y avoir quelqu'un qu'il faut surveiller, on va le dire comme ça, eh ben, ce n'est pas du tout le fournisseur dans ce sens-là, ça va être plutôt l'acheteur chez le concurrent. S'il achète mieux que vous, qu'il active plein de leviers, qui génère de la performance économique, sociale, environnementale plus important, eh bien, ça va être vraiment pénalisant pour vous et pour votre entreprise. Donc, c'est hyper intéressant. Moi, ce que je fais en général, c'est que je liste tout, j'achète tous les produits, je vais tester quand c'est des prestations, des choses comme ça, je teste tout. Ça me permet de bien comprendre là où ils sont forts pour faire au moins aussi bien, là où ils sont faibles pour faire beaucoup mieux et en fait de tout identifier pour identifier tous les leviers que je vais pouvoir activer sur la qualité de service, sur la qualité du produit, sur des innovations, des procédés différents, des matériaux différents. Tout ça, c'est des leviers en fait. Et tout ce travail-là, hein, l'analyse interne et externe, c'est un travail d'investigation. En fait, vous êtes un peu un détective qui va essayer d'identifier voilà, qu'est-ce qu'il peut faire de mieux pour répondre aux attentes de son consommateur et pour générer un maximum de triple performance. Étude de marché, offre, produit, service. Donc là, vous allez faire une étude du marché global, une étude du marché fournisseur, bien sûr, en détail. Décomposition de coûts. Donc là, vous allez décomposer les coûts. Si on reste sur le carton, c'est une improvisation. Je n'avais pas prévu de partir sur le carton, mais pourquoi pas. Sur le carton, j'en ai pas là. Si, j'en ai là. Ouais. Je vais vous chercher un petit carton.
Alors, je vais le couper, je reviens. Donc, voilà un carton. Alors, je vais revenir ici et je vais me mettre en grand écran. Donc ça, c'est un carton. Vous voyez, on parlait des cartons, de la décomposition de coûts. J'essaie de me mettre bien devant. Donc là, ici, on est sur un carton assez solide. On est ce qu'on appelle sur une double cannelure. Quand vous faites de la décomposition de prix, eh bien, vous allez, en fait, regardez, un carton, c'est fait d'une feuille de papier numéro 1, d'une cannelure ici, vous voyez, là. Vous voyez, il y a une deuxième couche de papier. J'essaie de me mettre devant la caméra. Et une troisième couche de papier. Et en fait, eh bien, si vous faites de la décomposition de prix, la valeur des matières premières qui sont utilisées dans ce carton, c'est la valeur de ce papier-là, plus ce papier-là, plus ce papier-là, ramené à sa surface, à son poids, etc. Et en fait, en vous renseignant comme ça, eh bien, vous allez pouvoir réellement faire une décomposition de coûts. Voilà. Je crois qu'on a fait oui, c'était sur la négo, on parlait pas mal de la décomposition de coûts. Derrière la décomposition de coûts, il y a la formule de révision de prix, il y a le fait de ne plus avoir à négocier, donc vous ne négociez plus, c'est un levier énorme. Ça vous permet de vous engager sur 3 ans, et donc c'est un levier achat, et ça vous permet de vous engager sur du long terme. Bon, ça, c'était le sujet du live de la dernière fois, je ne vais pas m'étaler dessus, mais en fait, vous comprenez qu'en fait, nous, notre métier, c'est d'être des gros curieux, quoi. Il faut chercher, comprendre, et voilà. Et c'est sûrement pas d'être un spécialiste d'un domaine. En fait, c'est cette approche-là qui va vous permettre de vous attaquer à tous les sujets existants, avec cette méthodologie qui va vous permettre d'identifier les leviers que vous allez pouvoir activer. La décomposition de coûts, il n'y a pas de secret, c'est vraiment un travail de fourmi. Et une fois qu'on commence à maîtriser ça, ça devient très facile, on comprend tout de suite comment le faire. Et ça devient finalement assez facile de le faire. Bon, bref, c'était une petite aparté. J'espère que ça vous a plu. Alors, voyons voir. La colle. Ah oui, bien sûr, Frédéric, la colle. Je précise, il y a la colle, mais si on rentre dans le TCO global, il y a tout. C'était juste un exemple. Papier colle, oui. C'est intéressant la colle. Je ne sais pas si Frédéric, tu as déjà été dans des usines de papier. Son poids, de quoi est composé le carton exactement. On a une mission de réduire les coûts. Ok, la concurrence est toujours difficile à identifier et à benchmarker. Je suis bien d'accord. Concurrence et concurrent. Alors, je connais le compte courant associé, Patrick, mais le compte courant, je ne connais pas. Tu vas nous expliquer, s'il te plaît. Moins d'emballage, moins de taxes, plus de CO2. D'ailleurs, oui, on va y revenir après, sinon je vais m'étaler. Il nous reste un petit quart d'heure. On va essayer de tenir pour une fois. Alors, je remets la presse. Tac. C'est parti. Donc voilà. Donc on en était décomposition de coûts, les inspirations, innovation, RSE. Ça, je trouve ça génial. Je crois que j'ai mis un exemple là-dessus dans la presse. Il y a très longtemps maintenant, quasiment 10 ans. Ouais, 10 ans. J'optimisais des emballages bouteilles en verre. J'étais dans l'agroalimentaire, je travaillais dans les huiles. Ça fait plus de 10 ans du coup. Ouais. Et c'était en 2009. Et donc j'essayais de trouver un peu tous les leviers qu'on pouvait activer, chercher l'inspiration. On était dans le bio, donc pour moi, la RSE, c'était naturel. Je suis parti finalement un peu par hasard, je suis tombé dedans. Et surtout parce que c'était un gros générateur d'économie, on va le voir. Et en fait, Heineken, donc dans la bière, très très loin, vous imaginez, on vend de l'alcool, voilà, pas cher, etc. Bon, c'est très bon Heineken, mais vous voyez. Et nous, on était dans le bio, etc., qualité max. Et en fait, j'ai vu Heineken qui faisait de l'éco-conception de ses bouteilles. Il y avait tout un plan, je vais vous montrer, très bien fait, etc. Et voilà, mais on va y revenir après. Et donc voilà, et encore une fois, on identifie les leviers activables. Donc à la fin de ça, vous dites, bon alors ok, donc là potentiellement, on va pouvoir activer tel et tel levier pour les utilisateurs. Là, on a identifié que si qu'aujourd'hui, nos concurrents, ils mettent tant de capsules dans leur carton et nous, on en met beaucoup moins, comment ça se fait? Nos concurrents, ils utilisent tel et tel processus de fabrication et pas nous. Nos concurrents, ils utilisent telle matière et pas nous. L'étude de marché, il y a des innovations qui sont sorties. Tiens, on travaille avec un fournisseur qui n'est pas du tout un leader sur son marché. Qu'est-ce que ça pourrait donner de faire un appel d'offres, etc. Décomposition de coûts, on va comprendre qu'en fait, dans ce qu'on achète, c'est bizarre, mais la part de matière par rapport à ce qu'on achète, ça représente, je ne sais pas, par exemple 20%. C'est trop bas. Vous voyez, quand vous avez une part matière réelle dans ce que vous achetez qui est extrêmement basse et que vous êtes sur des produits à faible valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'un carton, la matière doit peser au moins 50%, vous dites que là, il y a un décalage de prix.
Ça veut dire notamment que vous allez faire des économies importantes. Inspiration, innovation, là, Heineken, faire de l'éco-conception, tout simplement. Là, aujourd'hui, c'est un peu dépassé, l'éco-conception, il faut toujours le faire. Aujourd'hui, on est sur la réutilisation, le vrac, plein de choses comme ça qui sont super intéressantes. Tout ça, ça va vous permettre d'identifier vos leviers et de faire donc, ce qu'on appelle une matrice externe. Donc, l'aspiration RSE d'Heineken, j'ai réussi à retrouver quelques années plus tard ce qu'ils avaient fait. Donc là, en plus, entre-temps, ils en ont profité pour communiquer. Vous voyez, 6300 tonnes de verre, 5200 tonnes de CO2 en moins par an. Et là, on voit, vous voyez, ils sont passés la bouteille 1 litre de Heineken de bière de 420 grammes à 360. Ils ont gagné 14%. La 33 centilitres de 235 grammes à 190, etc. Et bien ça, finalement, cette inspiration a fini par donner un projet concret dans le vin, dans l'huile. J'en ai mené plusieurs. Et à chaque fois, tout est parti de là. C'est un levier qui à l'époque, on ne l'intégrait pas du tout dans les analyses. Et et aujourd'hui, j'espère beaucoup plus. Analyse stratégique, donc force, faiblesse, opportunité, menace. Donc, je sais pas, on peut identifier que les personnes enfin, il y a énormément de choses, on ne va pas rentrer dans le détail d'un SWOT. Ce qui est intéressant ici, c'est ça, c'est la matrice stratégique à 16 cases qui résume pas mal notre métier. Donc, par exemple, si on est là sur les cartons, vous allez identifier que vous êtes, donc suite à l'analyse interne, vous allez identifier que vous êtes sur un achat stratégique, ça veut dire avec un gros poids financier et beaucoup de risques, et sur un marché technique, ça veut dire que, il y a une bonne intensité concurrentielle pour faire des mises en concurrence. Par contre, c'est quand même un achat assez technique. Donc voilà. Et en fait, votre métier aux achats, c'est grâce au levier d'aller essayer de réduire la complexité interne, c'est-à-dire le poids financier et le risque en vision TCO, et dans la mesure du possible, de réduire la complexité technique. Notre métier, finalement, assez simplement, c'est de simplifier les choses. Voilà. Dans la réalité, quand on commence à amener de la valeur ajoutée, par exemple, vous passez de camions bas de gamme sans aucune option, et cetera, à des camions avec toutes les options pour baisser la consommation, de télématique, et cetera, vous allez augmenter la complexité technique, d'accord? Ça arrive souvent quand on va chercher de la valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'un camion bas de gamme, il y a beaucoup plus de monde qui peut vous le faire qu'un camion avec les dernières innovations, et cetera. Typiquement, si votre besoin, c'est de passer sur, je ne sais pas, imaginons, vous faites un renouvellement de flotte de véhicules, et historiquement, vous achetez des 308 diesel, vous voyez, suite à l'analyse, vous voulez faire un gros enjeu RSE, et cetera, et vous souhaitez passer sur des véhicules full électriques, sauf que vos commerciaux, ils ont besoin de faire 500 km. Là, vous passez d'un équivalent 308 diesel où il y a quasiment tout le monde qui est capable de vous le faire, à finalement, il me faut des voitures électriques qui sont capables de faire 500 km, et là, vous en avez 3, quoi. Vous avez Tesla, vous avez Ford et peut-être encore un autre, Kia. Vous voyez? Donc, et c'est beaucoup plus technique. Donc, vous allez augmenter la complexité technique. Par contre, les gains que vous allez faire en carburant, les leviers de communication, d'impact CO2, et cetera, sont énormes. Voilà, juste petit aparté sur ça. Ça résume pas mal notre métier. Donc, cette matrice, elle est géniale pour ça et beaucoup plus intéressante que celle de Kraljic. Mais là, c'est mon a priori personnel. Moi, je pense que celle-ci, elle peut résumer un projet. Et pour information, pour l'avoir utilisée pendant des années, eh bien, elle m'a servi lors de mon mémoire de fin d'année, et ça m'a permis de gagner le trophée CNA il y a quelques années, il y a 10 ans maintenant, où en fait je devais résumer 4 ans de boulot et plein de projets en même temps. J'ai utilisé que ça. Je résumais tous les projets. Imaginez résumer tout un projet achat sur une catégorie, rien qu'avec ça. Dites, voilà, le marché, l'état des lieux, ça a donné ça. Donc, on disait sur un marché stratégique parce que ci, parce que ça. Sur un marché technique parce que ci, parce que ça. Tous les leviers que j'ai identifiés m'ont permis de faire ci, ça, vous voyez. Et ça permet de le résumer très facilement. Revenons-en à nos moutons. Donc, identifier les leviers achats. Alors, il nous reste combien de temps? 49, 10 minutes. J'accélère un peu et après, on voit les questions. Alors, il faut identifier les leviers achats potentiels. Je vous en ai mis plein là. Et ce que je vous propose, ceux qui iront nous mettre un petit commentaire sympa sur notre page Google SWOT, je leur envoie directement moi-même la présentation, puisqu'elle n'est pas totalement terminée. On doit encore passer dessus, mais ceux qui vont me faire ce petit commentaire, je leur enverrai là dans les prochains jours. Alors, les leviers commerciaux, c'est toujours les mêmes, c'est très souvent les mêmes. Donc, on va retrouver l'appel d'offres, bien sûr, la massification, les contrats pluriannuels avec formule de révision de prix, les remises de fin d'année, les optimisations de lots de fabrication, par exemple, et de planification des besoins. Là où ça devient intéressant, c'est les leviers techniques TCO, où là, on va en retrouver, et c'est différent quasiment à chaque catégorie, et c'est là que ça se joue. Ça, c'est important. Bien sûr, d'ailleurs, il y a l'appel d'offres qui fait partie carrément du processus. Il est incontournable, l'appel d'offres. On va revenir dessus pour expliquer pourquoi.
Et donc, dans les leviers TCO, on va retrouver la standardisation, l'éco-conception, on en a parlé, sur le poids, sur les matières, les innovations, les nouvelles technologies, la réduction des consommations d'énergie, de carburant, l'optimisation de la productivité, l'optimisation des volumes, l'amélioration de la maintenance, la relocalisation pour réduire les coûts de transport, la réduction des contraintes cahier des charges, etc., etc. Et on va identifier aussi les leviers RSE utilisateurs qui sont toujours liés aux leviers techniques. Je vous donne un exemple. Vous faites l'éco-conception sur un emballage en verre, eh bien, vous allez baisser l'impact CO2. D'accord? Vous baissez la consommation de véhicules, vous allez baisser l'impact CO2. Vous optimisez l'écolisage pour envoyer moins de marchandises, vous baissez l'impact CO2, etc. D'accord? Donc, on va avoir ces leviers RSE, ça peut avoir des incidences sociales, hein. Il peut y avoir énormément de choses. Par exemple, sur des camions, je vous donne un exemple de levier social hyper intéressant. Il y a 5 ans maintenant, on a monté un partenariat avec, alors à l'issue de tout le projet, hein, mais on a redéfini notre besoin. On voulait des véhicules qui avaient la pression de leur pneumatique qui était suivie en temps réel et pour réduire les consommations et pour amener une meilleure sécurité aux chauffeurs. Il faut imaginer qu'un chauffeur sur autoroute qui éclate un pneu, c'est dangereux pour les usagers, ça peut être très dangereux. Pour l'histoire, à l'époque, il y avait eu quand même un motard qui s'était planté à cause de ça. Il n'est pas décédé, heureusement, mais vous imaginez, enfin, vous roulez à 130 sur l'autoroute, vous prenez un pneu de camion, merci, quoi. Donc voilà, et le chauffeur, il devait s'arrêter sur l'autoroute. Vous connaissez les dangers des voies rapides, parce que son pneu est éclaté. Il attendait que la remorque arrive. Donc là, vous avez un gros camion qui vient sauver un gros camion. Ça coûte un bras. Le client n'est pas satisfait. Bref, il y avait énormément de choses, mais surtout, le chauffeur était en danger. Ben voilà un bon exemple de levier technique TCO en disant, si je suis la pression de mes pneumatiques, que j'assure un bon entretien, eh bien, naturellement, je vais réduire les défaillances de pneumatiques et je vais améliorer la sécurité des chauffeurs. Et donc là, on est sur un levier social interne extrêmement important. Voilà. Et qui peut être externe si on sous-traite d'ailleurs, on fait appel à de l'intérim ou des choses comme ça. Voilà, juste une petite aparté. Et ensuite, on a bien sûr les leviers utilisateurs, clients, donc hausse de la valeur ajoutée produit en faisant une standardisation par le haut. Ça, c'est des choses que j'aime bien faire, de dire on a 10 matières, j'exagère, on a 4 qualités différentes. Donc, on achète 4 matières différentes. Et là, pourquoi on n'en aurait pas qu'une? Et en général, la réaction dans les entreprises, c'est assez sympa. Ceux qui ont suivi nos formations connaissent un peu les exemples qui sont dedans. Et là, la réaction, mais non, mais ça va coûter trop cher, etc., etc. Je me dis, ouais, mais enfin bon, quand même, à chaque fois que tu changes de matière, tu perds 80 mètres de matière. En plus, tu gères mal ton stock. Donc, des fois, tu dois livrer des clients à qui tu as vendu la qualité basse en qualité haute pour essayer de sauver les meubles. Et en fait, au final, on se rend compte que standardiser par le haut, ça permet de faire des plus grosses commandes, ça réduit les besoins de trésorerie, ça simplifie tout le système de facturation, etc. En fait, ça revient moins cher. Et on se retrouve à vendre un produit beaucoup plus qualitatif, d'accord? Et nous, ça nous coûte moins cher ou le même prix. Et derrière, c'est à nous de le valoriser derrière au niveau du client. Ce qui est sûr, c'est que sa satisfaction est énorme. Voilà. Et les pertes sont énormes. Donc, il y a même, à l'époque, je n'étais pas à le mesurer, mais il y a même un impact CO2 très important. On va réduire les retards, on va améliorer les palettisations, on va intégrer les innovations. Donc, la baisse de consommation, c'est un impact CO2 chez le client. Vous voyez, hein, le client va pouvoir se servir de ce que vous amenez, de la baisse de CO2 que vous amenez, pour lui-même communiquer. C'est très fréquent dans le retail, où on constate souvent que, comme c'est des activités de négoce, hein, vous prenez Carrefour, vous prenez Auchan, etc., ils achètent des produits et les revendent. Et du coup, ils s'appuient beaucoup sur leur tissu d'industriels pour leur amener de l'impact RSE, pour communiquer auprès du client final. Donc c'est très vrai ça. Tout ce que vous faites là, derrière, va être valorisé sur le client final. Voilà. Et les utilisateurs finaux, etc. Là, je vous ai mis un exemple de levier qu'on a activé sur un projet bouteille. Voilà, ça vous donne un exemple. Je ne vais pas revenir dessus trop parce que là, je suis en retard comme d'habitude. On va identifier la composition de l'équipe projet. Donc, il y a le cercle, des acteurs du projet, donc l'équipe projet. Puis, il y a toutes les parties prenantes, voilà, qui vont pouvoir y participer. Quand vous faites l'état des lieux, donc là, vous lancez vraiment votre équipe projet, vous allez leur présenter un peu tous les leviers que vous avez identifiés dans le cadre de votre projet. Vous lancez le projet officiellement. Alors, vous avez parlé avec tout le monde déjà. Mais officiellement, quand vous le lancez, c'est là où vous présentez les leviers. Vous n'allez pas lancer un projet avant d'avoir préparé quoi que ce soit. Vous le lancez une fois que vous avez fait votre analyse. Et bien là, on va valider point par point les leviers. Il y en a certains, là, par exemple, étudier des matériaux alternatifs
au vert, par exemple, du PLA, de la bagasse de canne à sucre, c'est issu d'un vrai projet, ben, ça a été écarté. On a dit non, non, on ne veut pas de ça, il y a trop de polémiques sur ça, la communication a dit non, mais en fait, on ne sera pas capable de l'utiliser, on n'y va pas. Donc, on l'avait écarté, tout simplement. Et donc, on valide les leviers, et ce qui est important, c'est, à votre avis, est-ce qu'on les cumule ou est-ce qu'on les active dans un projet séparé à chaque fois? Voilà, ceux qui veulent répondre, répondez, ça sera toujours intéressant. Et donc là, on va se fixer un objectif de gain, on va se fixer un objectif de productivité, de développement des ventes, un objectif de réduction de l'impact CO2 et d'amélioration de l'expérience utilisateur. C'est comme ça qu'un projet, voilà, grâce au levier, va nous permettre de cibler déjà, de commencer à cibler des résultats. Et finalement, à force de connaître, de travailler sur des catégories, on arrive assez précisément, je dirais, avec une précision entre 5 et 10%, à savoir combien on va économiser sur un projet. Parce que l'état des lieux, s'il a été bien fait, et l'habitude de connaître les vrais impacts des leviers, etc., nous permet de dire on va faire à peu près 20% d'économie, 30%, 50%. C'est hyper intéressant de constater ça avec le recul. Je reviens vous voir parce que quand je fais la présentation, je ne vous vois pas. Alors, les nouveaux commentaires. Cumul, ouais, bah bien sûr, Béatrice. Béatrice, quand même, je félicite, qui est labellisée, qui a son label d'expertise SWOT. J'en profite. Alors, on les active en même temps. Eh oui, Christine, tout à fait. 538 participants, mieux que les 17 de départ. Impec. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Je ne suis pas sûr qu'ils soient tous là, Frédéric, mais... Alors, Toyota. Mais oui, Toyota, Frédéric, ton exemple avec Heineken, c'est un concurrent. Ça suffit, Patrick, maintenant, hein, avec les concurrents. Hein. Il y en a marre, hein, des concurrents. Je crois que tu m'avais déjà fait le coup, en plus. Non, mais j'adore. Mais il faut vraiment que tu m'expliques. C'est trop dur pour moi, là. Alors, tac, TCGA. Je ne sais pas ce que c'est, ça. Si quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est que le TGCA. Alors, tac. Allez, je continue. On passe sur l'appel d'offres. On est serré. Donc là, il y a tous les documents qui constituent un appel d'offres. Donc, une fois que vous avez défini vos besoins, alors retenez bien ça, c'est extrêmement important. Tous vos leviers, finalement, ils vont vous permettre de dire avant, mon besoin, c'était ça. Demain, mon besoin, c'était ça. Je vous donne un exemple. Vous décidez de passer de 5 références à 1 référence. Vous standardisez. Ou on a parlé tout à l'heure, de 3 épaisseurs à 1 épaisseur la plus qualitative. D'accord ? Donc, vous allez standardiser sur le nombre de références, vous allez standardiser sur les qualités, et ça permet, par exemple, de passer de 30 références à 10. Voilà. Et bien, ça, c'est l'évolution de votre besoin. Et les leviers, en fait, vous permettent de redéfinir votre besoin. Si avant, vous achetez des camions sans aucune option, je vais revenir avec vous, ça sera plus... Tac. Si avant, vous achetez des camions sans option et qu'à l'issue de votre état des lieux, vous avez identifié un certain nombre de leviers du lancement de projets qui ont été validés, qui disent que le camion, il doit avoir utilisé des énergies alternatives, par exemple passer à l'électrique, il doit avoir des options pour maîtriser la consommation des pneus, enfin la pression des pneus, du stop and start, de la télématique, etc. Et ben en fait, avant, vous aviez un camion qui était zéro option, rien du tout. Et après, votre besoin a évolué. Mais finalement, les leviers, c'est l'évolution de votre besoin dans l'objectif de générer de la performance économique, sociale et environnementale, tout simplement. C'est extrêmement important de prendre ce schéma en tête parce qu'une fois que vous l'avez compris, mais ça vous ouvre des pans énormes parce que vous allez générer beaucoup plus de résultats. Vous allez comprendre ce mécanisme très simple qui fait aussi que j'ai bien défini mon besoin. Et tout le monde parle de bien définir son besoin. Nous, là, on met des mots dessus. Bien définir son besoin, c'est identifier les leviers qu'on va activer, qui vont nous permettre d'aller d'une situation A à une situation B qui sera celle qui sera la plus en phase avec les attentes des clients et des consommateurs, des utilisateurs, et qui générera un maximum de performance économique, sociale et environnementale. Allez, je repars sur ça. Plac. Donc, les documents, je ne reviens pas dessus, c'est trop long, mais NDA, le fichier descriptif de l'appel d'offres, présentation du projet, cahier des charges, le fichier Excel de remise de prix. Les documents, les outils digitaux, donc vous pourrez les consulter sur la présentation, pas de problème. Donc, ceux qui ont fait nos formations savent très bien les utiliser, mais il y a plein d'outils qui sont gratuits dans leur version de base et qui nous permettent de faire des appels d'offres digitalisés, extrêmement pro. Et surtout, une fois qu'on a fait son modèle d'appel d'offres, je ne sais pas si j'en ai mis un, non. Une fois qu'on a fait son modèle d'appel d'offres, eh bien, en fait, on le duplique. C'est génial. Vous faites un appel d'offres pour des bouteilles.
et ben, le jour de faire l'appel d'offres pour les cartons, ou si c'est votre collègue qui le fait, vous lui filez tout, il duplique, il adapte, et c'est comme ça qu'on arrive à une efficacité énorme. Et puis dans 3 ans, si vous voulez refaire un appel d'offres, vous reprenez votre ancien appel d'offres, vous dupliquez, vous mettez à jour et vous envoyez. Mais le gain de temps, mais il est énorme, énorme. Voilà. Donc il y a plein de petits outils comme ça que quand on les maîtrise bien, on fonce. Le lancement de l'appel d'offres, donc je fais très vite, je suis très en retard. Formaliser les documents, valider les documents en interne, tester l'appel d'offres en interne, bien sûr, envoyez pas un appel d'offres sans l'avoir testé, envoyer l'email de NDA, donner l'accès au pack documentaire via un moyen sécurisé, vérifier la bonne réception des éléments, recevez les premières offres, étudiez-les et faites des recadrages, menez les phases de négociation en fixant des objectifs individuels à chaque partenaire non écarté, ne donnez jamais les prix de vos concurrents, je ne sais pas s'il est utile de le dire, mais bon, je le dis quand même. Finaliser les scénarios de référencement avec une analyse financière, risque et autres critères de référencement. Et une fois que c'est validé, vous passez aux transitions, aux annonces des résultats. Je vous ai mis ici des petits exemples de comparatifs de prix sur des phases de négo. Là, on est sur des achats de camions, hein. Voilà, avec la partie achat des camions, achat-revente, et là, la partie de tout ce qui est entretien, coût entretien kilométrique, je pense. Voilà. Et ici, tous les critères qui ont amené à des notes finales multicritères. Voilà. Ça, c'est des choses qu'il faut savoir faire quand on est aux achats. Et donc, de finalement pouvoir faire des comparatifs très précis avec, si j'achète tel camion à ce fournisseur, ça va me coûter tant sur toute sa durée de vie, hein. On parle de gain TCO. Vous voyez, on parle d'une analyse non pas sur un an ou juste sur le coût d'achat. On parle d'une analyse qui va couvrir un grand nombre de critères et sur toute la durée de vie du véhicule. Donc, on peut dire, le véhicule va me coûter 191 000 euros, 191 000 euros. Et si je pars chez Scania sur ce modèle-là, ça va me coûter 154 000 euros sur toute sa durée de vie, etc., etc. Et là, on fait des classements sur les différentes catégories de véhicules, etc. On définit des scénarios, voilà, donc un où on va changer beaucoup de choses, un on va moins changer, un on change quasiment rien, et en général, ça permet d'identifier les niveaux de risque, on l'a ici, niveau de risque et les économies qui vont être plus ou moins importantes. La phase de transition, on ne fait jamais de transition brutale, je le répète, hein, quelqu'un qui change de fournisseur du jour au lendemain, il peut être sûr que quand il va recevoir la marchandise, elle ne va pas être bonne, et il va devoir aller revoir son fournisseur en pleurant, s'il te plaît, est-ce que tu peux me relivrer une dernière fois, je viens de te virer quand même à malpropre, mais il faut que... Non, ça, c'est pas possible. Donc, pensée stratège, d'accord. On lance une transition en douceur, d'accord. Une fois qu'on est sûr que le fournisseur est bon, on fait descendre le second, etc. D'accord. C'est tout en douceur. Il ne faut pas courir après les gains rapides. C'est la pire bêtise qu'on puisse faire. Souvent, on passe à côté de quelque chose. Souvent, la première livraison n'est pas bonne. Et là, on se fait claquer. Bon, bref, petit détail sur la phase de transition. Des exemples de projets. Donc là, on a un exemple sur des transports de marchandises. Hein, ce n'est pas des achats de camions, c'est du transport de marchandises. Et en fait, on voit un peu... là, l'exemple, c'est on avait... c'est très bête, hein, en plus, hein, mais bon, il fallait y penser. On a, sur le principal levier d'économie et d'impact CO2, on a revu le plan de transport, c'est tout bête. On avait, je ne sais plus combien de pourcents de la marchandise qui partait en Allemagne. Et en fait, on a mis en place une navette directe quotidienne, plutôt que de partir dans le circuit où il y avait plein de ruptures de charge, etc. On a gagné 30% de délai, 30%. On a gagné énormément en coûts, d'accord. Voilà. Et ensuite, on a fait bien sûr un appel d'offres qui nous a permis d'économiser. On a revu les conditionnements. On a amélioré de 8% le nombre de produits qui étaient mis sur les palettes. Vous imaginez? Juste en revoyant les dimensions des cartons. C'est bête quand même, hein. Et en revoyant, les dimensions des cartons, et on avait revu surtout les palettisations qui n'étaient pas optimales. Ça arrive très souvent. Et vous le voyez, ça. Vous arrivez dans une usine, à force, vous vous rappelez le TCO en interne, vous voyez les palettes. Et là, vous faites, là, il y a des écarts de, 15 cm en bord de palette, c'est pas normal, c'est pas optimisé. On avait optimisé ça, on a gagné 8%, ça nous a permis d'expédier beaucoup moins de palettes dans l'année, etc. Bref, on avait mesuré sur, j'ai plus en tête le référentiel, excusez-moi, l'impact CO2 à moins 28%. Le prix en total TCO, on a gagné 16%. Ça nous donne un budget qui est passé de 3,2 millions pour 1 540 000 km à 2 758 000 pour 1 200 000 km, 300 000 km économisés par an, vous voyez ici. C'est Mathieu Perrin, tout à l'heure, tu disais comment on peut mesurer autre chose que le CO2. Ouais, c'est marrant, là j'ai mis 336 000 km par an en moins. Quand on se le ramène à nous qui roulons 15 ou 40 000 pour certains kilomètres par an, c'est toujours un facteur intéressant et ça parle aux gens. 442 000 euros d'économie par an quand même, 891 tonnes de CO2.
voyez, c'est pas ridicule, hein, on n'était pas dans une très, très, très grosse boîte. C'était une belle boîte, bien sûr, mais vous vous rappelez les gains de CO2 d'Heineken, c'était plus important, mais c'est une boîte immense. On n'est pas si loin, hein, on n'est pas si loin, hein. Donc voilà. Et donc les perspectives, donc c'était en 2016 qu'on a lancé ça, et on voit le gain de CO2 et de là j'avais pris le gasoil aussi, tu vois, encore un autre indicateur, Mathieu, tu en parlais tout à l'heure, et on voit ça qui augmente d'année en année, voilà, et les gains qui augmentent. Donc là c'est la période de transition qui a mis un peu de temps, vous voyez, et là ça y est, on est en pleine vitesse, donc la transition est faite, et là voilà, en fin d'année, là on vise 2 475 000 € d'économie sur ce projet. Quand même. Pareil sur les bouteilles. Donc là, c'est le levier éco-conception. On a baissé le poids d'une bouteille sans affecter la solidité. Donc c'est un peu technique, je ne rentre pas dans le détail. Et là, encore une fois, vous voyez les gains CO2 et gasoil augmenter. Donc là, on est sur le référentiel éco-emballage que je vous ai montré tout à l'heure. Et les gains financiers qui se cumulent. Et là, vous voyez, je me suis arrêté en 2019, mais ça continue, hein, c'est toujours en place. Voilà. Voilà la présentation. On a terminé. On est franchement 20 minutes, on a 6 minutes de retard, c'est correct. Est-ce que vous avez des questions? J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, que vous n'avez pas trop faim. Alors, qui est encore là? Merci Frédéric. Soufflez veilleuse, Christine. Eh oui, ce cher Simon Lovino, non pas Simon Lovino, pardon, qui m'avait appris ça. Bref, top. Merci Sophie. Bon, bah, salut tout le monde. Plus 49. C'est quoi? Ça veut dire quoi ça, plus 49? Efficace comme d'habitude, ouais. Enfin, je suis encore en retard, mais bon, c'est pas grave. Super, dommage que le temps nous soit compté. Merci Frédéric. Ouais, 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 bon. J'espère que ça vous a apporté des choses. Merci Akram. Merci. Merci Guilain. Merci à tous. C'était top. J'aimerais qu'on puisse échanger. Il faudrait qu'on organise peut-être des réunions un peu plus visio la prochaine fois. Je ne sais pas si ça vous dit. Merci beaucoup. Merci Aurélie. Merci Sandrine. Merci Marie-Thérèse. Merci Olivier. Jean-Philippe. Ah, tu étais là, Jean-Philippe. Salut. Ce n'est pas la faute de Stéphane. Ce n'est pas la faute de Stéphane. Toi, qui es-tu? Je crains que nous ayons travaillé ensemble par le passé. Ce Stéphane me dit quelque chose. Merci, Pape. Si c'est sa faute à Stéphane, mais ça reste entre nous. Rendez-vous le 8 décembre. Le 8 décembre? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Merci beaucoup. C'était très synthétique, ouais, j'ai essayé, ouais. Le retard, ouais, le retard, toujours en retard. Mais bon, je prends du plaisir à passer un peu de temps avec vous. Surtout qu'à la base, quand même, le live, il était à 18h15, qui m'ont tout mis en l'air et que je suis attendu au restaurant, là. J'ai mes potes qui m'attendent, mince, quoi. Mais vous voyez, je suis très heureux d'être avec vous. Toujours intéressant. Bon, super. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Du coup, un excellent dîner aussi. Et à très bientôt. Je refais un live d'ici un petit mois. N'hésitez pas en commentaire à mettre les sujets que vous voudriez là. Comme ça, je pourrais réorienter un petit peu les thématiques en fonction de vous. À plus tard. Ciao, ciao.